Olivier Lévy, je le disais, bienvenue dans notre émission. Vous êtes le président de Lévy Capital Partners, gestionnaire de patrimoine, expert en encadrement des risques. Bienvenue. Merci. Alors, pas facile d'être heureux dans le contexte quand même quand on est un financier en ce moment. Ce sont les traders qui le disent, c'est la première fois qu'on fait face à un choc auto-infligé d'une telle portée. Ça défie la logique. Bien sûr, on fait allusion aux diktats, aux décisions, aux volte-face de Donald Trump, qu'un président des États-Unis, nation libérale s'il en est, provoque une crise financière. C'est assez inédit et déstabilisant. Oui, clairement, là, on se trouve dans un nouveau monde et il y a une nouvelle gouvernance qui nous impose un nouveau régime. Donc ce régime sera différent de tout ce qu'on a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça va être compliqué d'aborder la démondialisation, la dédollarisation, puisqu'il semble que le dollar soit plus forcément monnaie de réserve, que beaucoup de banques centrales achètent autre chose que du dollar, notamment les Chinois, les Russes et autres. Donc on n'oublie pas le contexte aussi de guerre commerciale qui vient d'être initiée, rajouté à une guerre militaire qu'on connaît sur le sol européen. Donc c'est un cocktail assez explosif, mais pour lequel on est très prêt, nous, chez nous, sans préjuger de rien. On est assez lucide. On a suffisamment d'airbags et de parachutes pour le compte de nos clients qui font qu'on va espérer même peut-être profiter, puisque l'idée chez nous, c'est d'abord de protéger. On sanctuarise le patrimoine de nos clients avant de le développer. On va venir dans un instant aux solutions. On essaye de décrypter ce contexte absolument inédit. Donald Trump s'est dit sûr à 100% qu'il y aura un accord entre l'Union européenne et les États-Unis au sujet des droits de douane, assurant qu'il va faire un très bon accord avec la Chine. Bon, je dis ça au jour de l'enregistrement, ça change chaque jour. De cette guerre froide, qu'est-ce que vous en pensez, qui est devenue une guerre chaude maintenant, là, vraiment, la violence des rapports de force. Nous, pauvres Européens, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut miser, investir, que d'un côté, où l'Europe va voir déferler les produits asiatiques qui ne trouvent plus, qui n'arrivent plus à rentrer, à traverser les frontières américaines? Bon, je dirais que c'est le plus grand test pour l'Europe quant à sa crédibilité. Et donc, on va voir peut-être une Europe parler d'une seule voix. J'en doute pour le moment, puisque là, ça va être très compliqué d'être solidaire avec des pays riches d'un côté et des pays pauvres de l'autre. Je pense à la France, qui a un endettement et un poids de la dette et qui tarde à se restructurer, alors que les Allemands, ça y est, sont mis en ordre de marche. Réorganisation, plan de réarmement, plan de relance dans les infrastructures. Donc, une Europe, oui, mais encore faut-il savoir si elle va être soudée et si la famille européenne survivra ou non. Et derrière la famille européenne, il y a l'euro. Puisqu'en fait, c'est l'euro qui nous réunit à ce jour, plus que les réglementations fiscales, sociales et autres, qui sont très disparates en Europe. On va venir aux monnaies. Pas plus tard que cette semaine, Bernard Arnault, PDG de LVMH, grand groupe français-européen s'il en est, a résumé la situation. L'Europe n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique. Vous dites, on va voir si l'Europe est capable de réagir. Est-ce que c'est pas ça la donnée? Redonner les rênes, un petit peu plus de marge à ceux qui font la croissance, le business, même si bien sûr il faut être réglementé, on a besoin de cadres, mais elle avait peut-être pris un petit peu trop de place. Oui, tout à fait. Les États-Unis d'Amérique, qui restent la première puissance économique, nous imposent cette déréglementation. Donc on va voir si le millefeuille européen va pouvoir se rétrécir, cette bureaucratie se restructurer, se réinventer. J'en doute fortement au stade où l'on en est, puisqu'elle va, selon nous être imposée soit par nos amis européens, soit par l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'il y a des pays qui, comme l'Italie, la France, sont extraordinairement endettés. Que encore récemment, une agence de notation qui devait donner la note sur la France ne l'a pas fait. C'est une première. Ouais, donc qu'est-ce qu'il se passe? On est dans un monde où le flou artistique règne, et pas que dans les chaînes d'approvisionnement entre la Chine et l'Europe. Donc on a à se mettre d'accord sur notre identité et de savoir quelle feuille de route on souhaite tous en tant qu'Européens. Est-ce que vous, les clients, alors vous appellent, j'imagine, essayent de comprendre ce qui se passe. Vous avez là un rôle incroyable d'analyse, de conseil. Vous faites quoi? Vous faites d'abord un diagnostic avec ces family office, tous ces clients que vous suivez? Alors, nos clients, on est hommes et femmes de confiance pour ces familles qui sont entrepreneurs, profession libérale, et qui cherchent chez nous non pas des vendeurs de produits qu'ils retrouvent chez les banques, puisque les banques distribuent majoritairement des produits, mais cherchent d'abord du conseil pour
protéger leurs avoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser les bonnes questions, ça veut dire faire un état des lieux, être force de préconisation dans ce monde où nous, on a toujours fait le choix de la prime à la liquidité, d'être trop en immobilier, trop en private equity, trop en produits structurés, trop dans des fonds pas liquides. Ça pose un sujet parce que de l'exceptionnel dans la vie, il y en a toujours. Donc, et pas que quand on divorce ou quand il y a un décès, mais quand il faut faire face justement à des tempêtes boursières comme ça, on sait là aussi diagnostiquer et faire des états de lieux qui permettent justement de naviguer dans de très bonnes conditions. Et donc, on est très liquide pour le compte de nos clients ces jours-ci. Et donc, on va essayer même de saisir certaines opportunités qui s'ouvrent à nous dans un contexte où là aussi, c'est très chahuté par les politiques qui se mêlent justement au marché financier. Mais les plus fortes de tout cela, ça reste les marchés financiers. C'est vrai que ça fait des années qu'on dit l'immobilier, voilà, il n'y a que ça de vrai. Vers quelle classe d'actifs on se tourne? Petite incursion, Benjamin, ces sujets vous sont familiers également. Vous aussi, vous êtes déboussolé, vous qui en avez vu beaucoup sur la finance et qui suivez ça. Vous dites, bah, écoutez, l'immobilier, il y a eu un temps, mais on passe à autre chose. Quelle est votre approche aujourd'hui? Non, bah, je rejoins l'avis de Monsieur Lévy sur le fait qu'il faut surtout avoir des avoirs assez liquides aujourd'hui et, et l'immobilier aujourd'hui assez haut sur le marché parisien en tout cas. Donc sûrement qu'il y a des opportunités à voir au cas par cas, mais plutôt à privilégier les actifs liquides. Ouais, je suis pas étonnée que l'entrepreneur des boissons nous parle de liquide. Olivier, alors qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers quels actifs aujourd'hui? Alors déjà, vous parliez de l'immobilier, il y a Ouais. les immobiliers, il y a la résidence principale, d'accord, c'est du bien-être, et puis il y a l'investissement locatif. Donc il faut savoir si on est un rentier à l'anglo-saxonne, et on cherche simplement de la rente, et on va chercher de la dette pour aller justement avoir des bons taux de rentabilité économique, savoir si on veut pas avoir de l'immobilier de jouissance, laisser un château, laisser une résidence secondaire à ses enfants, un chalet, etc. Donc à part l'immobilier, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, l'immobilier est toujours une part prépondérante du patrimoine des Français, puisque ça a été assez incitatif, ça a été un effet de richesse hors norme sur les 50 dernières années en France. Comme je vous l'ai dit, il y a des immobiliers, donc il ne faut pas ignorer les résidences étudiantes, les entrepôts, la logistique, l'immobilier de santé qui va connaître un boom extraordinaire avec la silver economy parce que l'Europe vieillit. Et donc nous, on a nos poches d'immobilier très bien encadrées, mais on en est sorti. On a réduit la voilure en immobilier ces 3 dernières années pour être cash aujourd'hui et pour justement saisir des opportunités en bourse. Parce que ça vous a pas échappé, mais jusqu'à il y a encore peu, les taux d'intérêt étaient très élevés. Donc, il était très intéressant d'aller acheter des obligations. Mais pas des obligations d'État, des obligations d'entreprise qui donnent des rendements bien plus importants que les États et qui sont souvent beaucoup mieux gérés, moins endettés que certains États que je ne citerai pas ici autour de la table. Mais donc, des obligations et évidemment des actions. Puisqu'en plus d'aller chercher des coupons au travers des obligations, vous pouvez aller chercher des actions qui vous donnent des dividendes ou qui, parce que fortement dépréciées ou survendues, représentent un intérêt pour vous en termes de détention sur les premières années, les années qui viennent et qui vont contenir effectivement une réappréciation du stock. On parle dans l'émission d'IA, c'est une constante. J'ai rencontré la patronne de One Ragtime, un grand fonds, Stéphanie Hospital. Il y a à ses côtés Jean-Marie Messier. Je vous propose de l'écouter, puis je vous fais réagir. Tout de suite, Stéphanie Hospital. Alors, depuis nos débuts, c'est-à-dire en 2017, on investit exclusivement dans des sociétés qui utilisent l'IA pour opérer, donc place au marché fintech. Donc là, on va chercher des modèles, des sociétés dans les jeux qui vont bêta-tester sur plein de données des jeux avant de les lancer. Donc là, on est vraiment dans de l'exécution. Puis le deuxième axe d'investissement, c'est des sociétés qui développent des solutions autour de l'IA, ou comme des agents d'IA. Alors ça, c'est le buzzword de l'année. Il y a un an, on aurait appelé ça des sociétés verticalisées autour de l'IA. Donc dans la santé, on a fait une société qui s'appelle Senio. Senio qui développe l'IA pour analyser les comptes rendus d'échographie. Je vais prendre un autre exemple. Hivenet, une société qui propose de partager de la puissance de calcul pour pouvoir permettre justement à des modèles de tourner. Donc là, on est plutôt du côté des fabricants de pelles et de pioches qui permettent aux modèles d'IA de se développer. Et quel est son modèle? Eh bien, elle fait allusion à Israël quand elle parle des startups et de l'éclosion de licornes. On l'écoute encore. Alors, j'ai tout simplement mentionné l'exemple de la Startup Nation d'Israël.
comme étant un pays où, il y a 15 ans, 20 ans, on a commencé à développer des sociétés qui, par la technologie, sont devenues des leaders internationaux. Donc, mon exemple, c'était juste de dire que en France, en Europe, en fait, on a un modèle à répliquer, qui est un modèle de créer localement grâce au talent qu'on a dans l'éducation, les mathématiques, le développement, qui opère des sociétés qui ont une ambition internationale et pas simplement que sur le marché français. Intéressant, Olivier, ça reste un modèle, Israël, et bon, là, la thématique IA, vous aussi, vous la jouez, vous en parlez à vos clients ou c'est quand même, il y a un effet mode? Non, c'est bien plus qu'une mode, hein. C'est installé structurellement. Par contre, il y a une bulle en termes de valorisation. Donc, nous, on a pris nos bénéfices largement. Ça reste un formidable outil d'investissement. Et One Ragtime est un très beau fonds qui fait certainement des choses très sympathiques. Après, il faut se poser la question de quelles industries vont être disruptées, à quelle vitesse. Là aussi, l'IA va être utilisée et consommée. Je rappelle à tous nos auditeurs qu'il faut des kilotonnes d'énergie, en fait, pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et donc, on parlait hier, il y a 5 minutes, de l'Europe et des problématiques de souveraineté, quelque part. Qui va être propriétaire de cette énergie? Est-on en capacité de la produire nous-mêmes? C'est un grand point d'interrogation à ce stade. Effectivement, Impact Business va à la rencontre des acteurs de l'innovation. J'ai tendu le micro à Jean-Baptiste Fanton, le CEO du Nukai, qui est vraiment une société pionnière en matière d'IA, nouvelle génération. Il semble d'accord avec vous, on l'écoute. Alors, Nukai est une société que j'ai cofondée en 2018 avec l'idée de combiner plusieurs intelligences artificielles, comme l'intelligence humaine combine plusieurs intelligences. Et ça, c'est exactement l'IA des agents. Donc en fait, on était un peu comme Monsieur Jourdain, on faisait de l'IA des agents sans le savoir. Donc pendant des années, on n'était pas à la mode. Et puis là, tout d'un coup, c'est Noël, puisque ce qu'on a anticipé... parce qu'on voyait ça comme la façon de passer à une IA beaucoup plus puissante que l'IA générative, par exemple, et c'est en train d'arriver maintenant. On parle souvent de l'IA en termes d'apprentissage, donc toujours l'idée de la machine dans laquelle on déverse des tas de données et qui sort des choses intelligentes, mais il y a d'autres cas d'application. On parlait des transports, tout ce qui est optimisation des opérations aériennes, des compagnies de bus, etc. C'est quelque chose de très très complexe et qui aujourd'hui n'est pas très bien fait parce que c'est des outils assez anciens qui en plus ne passent pas complètement à l'échelle. Et là, typiquement, c'est ce que nous faisons. On va assez loin puisque l'IA sert aussi à la personnalisation. Et la personnalisation de quoi? On parle des transports. Typiquement, pour une compagnie de bus, on va personnaliser les plannings des chauffeurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir quelque chose qui est à la fois optimal et qui améliore la vie des utilisateurs. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle spéculative? Bon, la bulle Internet, comme ça, il y avait un engouement pour Internet. Est-ce que ça risque d'arriver? Il y a une bulle spéculative absolument énorme qui a existé, notamment autour de l'IA générative, avec des valorisations de boîtes totalement démentes. On va pas avoir des champions. Tous les arbres ne vont pas atteindre le ciel, voilà. Donc on va pas avoir que des champions partout qui valent des milliards sur tous les continents. Donc c'est pas vrai. Certains vont tirer leur épingle du jeu, mais très peu. Et d'ailleurs, on commence à voir déjà des échecs retentissants. Je pense à Aleph Alpha, qui était la grande entreprise d'IA générative en Allemagne et qui a jeté l'éponge au bout de quelques mois après avoir atteint une valorisation de 2 milliards, je crois. Donc ça fait quand même très très mal. Bien sûr, c'est comme la bulle Internet. Il restera au fond de l'épuisette, il restera les vrais technos, ceux qui arrivent à appliquer et surtout à transformer les industries dans lesquelles ils sont appliqués. Voilà, c'était un peu long, mais c'était pour vous faire entendre ces pionniers de l'IA. Olivier, vous dites vous êtes très sélectif et très agile. On sent que vous êtes, je vous ai vu constamment au téléphone. En ce moment, vous réagissez très vite pour les meilleurs conseils à vos clients. Oui, on est très lucide sur la situation. Donc là aussi, on ne veut pas se faire piéger par des valorisations hors normes. Donc on a notre rationalité, notre bon sens qui nous contraint de protéger, je le répète, le patrimoine de nos clients. Les clients transpirent suffisamment
suffisamment pour constituer, pour pouvoir transmettre le fruit d'une vie, ou même donner du sens, ce qu'on fait aujourd'hui hors de la philanthropie, pour qu'il y ait là aussi un impact, comme vous le mentionnez, pour des serial entrepreneurs qui veulent donner davantage de sens à leurs investissements. Et si on parle de monétaire, alors quelles sont les monnaies les plus importantes là, à regarder, à suivre en ce moment là? Ah bah, il y a une guerre des devises aujourd'hui, ça vous a pas échappé, entre l'euro, le dollar, le franc suisse, le yen, etc. La valeur refuge reste, au moment où je vous parle, un peu le franc suisse. Ça reste un petit pays, donc là aussi, c'est peut-être pas trop révélateur, mais ça a fait ses preuves de par le passé. Donc nous, on a effectivement des opportunités dans des SICAV monétaires, comme en dollars l'année dernière, qui nous a rapporté presque 12,5% pour un niveau de risque très faible, hein, entre l'appréciation de l'euro-dollar de 6%, plus le coupon qui nous a été donné, hein, de presque 7%. Donc l'un dans l'autre, c'est très rassurant. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui on commence un peu à faire notre shopping en bourse, et dans les actions et dans les obligations. Il est vrai qu'on est multidéposé pour le compte de nos clients, puisque depuis 14 ans maintenant, depuis la date de création de la société, nous diversifions le risque France. Et ça vous a pas échappé que depuis la dissolution de l'Assemblée nationale l'année dernière, il y a un stress dans le marché sur la signature française, qui est là tout à fait légitime. On peut pas imposer aux investisseurs de la planète. Quand on change de Premier ministre tous les 6 mois, effectivement, ça rassure pas. Ouais. Non seulement ça rassure pas, mais dans l'incapacité de nos dirigeants à restructurer le pays. Il faut dire les choses comme elles sont. La dette est là, le dérapage budgétaire est astronomique, et lever l'impôt, on sait très bien faire, mais ça ne suffit pas. Et moi, j'ai compris que dans ce contexte, il y a des opportunités. Il y a d'innombrables opportunités. Écoutez, il y a malheureusement beaucoup de sociétés, des petites sociétés, les small et mid caps par exemple, qui sont cotées en Europe, qui ont été survendues, alors que ce sont des sociétés qui sont souvent peu endettées, qui ont une vision patrimoniale, qui sont bien gérées, qui vont profiter justement de ces guerres, de ces tarifs, parce qu'elles ont souvent un terroir domestique, elles produisent domestique, elles consomment domestique. Ça, c'est leur force. Elles sont bien gérées, pas endettées. Donc là aussi, on commence à faire notre shopping dans des superbes sociétés. Il y a effectivement les grands players qui resteront et qui vont rester, hein, les Air Liquide, les Schneider Electric, etc., qui profitent de toutes les méga tendances de la démondialisation. Parce que là aussi, quand bien même les États-Unis seront plus, par définition, peut-être le premier marché de la Chine, eh ben, il faut en être, et eux en sont, donc on y est également. Merci beaucoup, Olivier Lévy.